Et puis le quart d'heure américain pour démarrer chaque semaine également dans Smart Bourse à la mi-journée. C'est Thomas Koster qui nous accompagne à distance en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Semaine Bonjour, chargée aux États-Unis avec bien sûr l'investiture ce mercredi de Joe Biden, l'entrée en place de l'administration Biden. On a eu le montant de l'enveloppe budgétaire que Biden voulait déployer dans un premier temps, 1900 milliards de dollars. Quelle est la stratégie ou quelle stratégie est-ce que Joe Biden pourrait adopter pour déployer cette nouvelle enveloppe budgétaire, Thomas ? Oui, donc c'est la vraie question. Comment faire passer ce paquet budgétaire au Congrès? Je rappelle qu'au Sénat, donc les démocrates sont à 50-50 avec les républicains. Et j'insiste là-dessus parce qu'au Sénat, il y a une règle que vous avez besoin de 60% des voix pour la plupart des lois, sauf une fois par an, vous pouvez faire abaisser ce seuil à 50 avec ce qu'on appelle la budget reconciliation. C'est d'ailleurs un budget reconciliation qui a été utilisé pour les baisses d'impôts de Trump en décembre 2017. Donc la question, c'est est-ce qu'on va travailler ou pas avec les républicains, sachant que derrière, il y a d'autres programmes que Biden souhaite faire passer, par exemple le programme d'infrastructure à 2000 milliards de dollars. Donc il y a une vraie question de stratégie là pour faire passer le paquet au Congrès qui est quand même très importante. On n'a pas eu beaucoup de détails de la part de Joe Biden. Au final, moi je pense que les 1900 milliards risquent quand même d'être dilués. Alors on aura à mon avis quand même autour de 1000 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, puisqu'on vient d'avoir 900 milliards de dollars qui ont été votés au mois de décembre. Donc ça veut dire des chèques supplémentaires pour les ménages, des allocations chômage qui perdurent jusqu'au mois de septembre. Donc bref, on aura quand même beaucoup de soutien à la demande et à la consommation aux États-Unis, mais une fois que les signaux seront meilleurs sur le plan de la pandémie. Oui, justement, est-ce que la pandémie et l'économie, la situation de l'économie américaine seront un levier de négociation important pour Joe Biden, dans le sens où l'économie américaine se détériore? On en parle depuis plusieurs semaines avec vous, Thomas. On l'a vu encore à travers les récents chiffres du marché du travail pour le mois de décembre aux États-Unis. Est-ce qu'il faut déjà s'interroger sur la vigueur, l'intensité du rebond qu'on attend toujours quand même en deuxième partie, voire au deuxième trimestre pour l'économie américaine? Tout à fait, il y a une vraie question sur ce rebond du deuxième trimestre. Est-ce que c'est le deuxième trimestre ou est-ce que c'est plutôt déjà l'été? On se rend compte que la vaccination aux États-Unis aussi, comme partout, mais aussi aux États-Unis, ça prend un peu de retard, puisqu'on est autour de 4% à peu près de la population américaine qui est vaccinée. Donc c'est pas énorme. Joe Biden lui-même insiste pour accélérer la vaccination, donc 100 millions de vaccinés dans les 100 premiers jours. Ça c'est le plan. Est-ce qu'il y arrivera? Évidemment, il y a toujours du doute là-dessus. Enfin bref, on se rend compte qu'en effet, il y a un petit glissement du calendrier plus vers l'été pour ce fameux bond de la consommation qui est attendu aux États-Unis. Et en attendant, il y a un creusement à la baisse des risques baissiers sur le PIB américain, puisque je pense qu'on s'achemine vers un PIB légèrement négatif au premier trimestre, et tous les signaux vont dans le sens d'un PIB négatif. Vous avez les ventes au détail du mois de décembre qui étaient globalement mauvaises, vous avez une remontée des demandes d'allocations chômage. Bref, là les signaux se gâtent. Ouais, vous attendez une baisse de l'ordre de 2% pour le PIB américain en rythme trimestriel annualisé au cours du premier trimestre. Sur le plan sanitaire, de quel type de mécanisme ou de marge de manœuvre Joe Biden dispose-t-il au niveau fédéral pour tenter à la fois d'envoyer un signal politique, parce que c'est là-dessus notamment qu'il va être attendu jeudi lors de son discours d'investiture, et au-delà du signal politique, est-ce qu'il peut quand même avoir une influence sur la stratégie sanitaire de l'ensemble du pays, Thomas ? Alors, deux choses. Le premier point, c'est que c'est lié aux discussions budgétaires, puisque dans son paquet budgétaire de 1900 milliards, il y a aussi une allocation qui est prévue pour permettre le financement de la campagne de vaccination, parce qu'évidemment, logistiquement, c'est très lourd. D'ailleurs, c'est souvent c'est les États qui financent dans pas mal de cas ces vaccinations. Donc, il y a l'idée aussi de remettre plus d'argent sur la table pour aider cette campagne de vaccination, premier point. Deuxième point, c'est comment on gère les ressources fédérales? Est-ce qu'on fait appel, par exemple, à cette administration qui est en charge des catastrophes naturelles, qui pourrait être plus vite déployée sur le terrain pour faire vacciner les gens? Et comme partout dans le monde, on a toujours ces questions de logistique entre les hôpitaux. Alors en plus aux États-Unis, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a les États d'un côté, il y a l'État fédéral. Tout ça, ça complique beaucoup les choses. Et évidemment, en plus, il y a les questions purement médicales, purement logistiques liées au fait qu'est-ce qu'il y aura assez de vaccins et aussi assez de composants pour entrer dans les vaccins. Voilà. Tout ça fait que globalement, on est 100 millions de vaccins
vaccin en 100 jours, il y a quand même un doute. Et en effet, il y a un petit glissement du calendrier pour atteindre cette fameuse immunité de masse. Bon, on attend évidemment le discours d'investiture de Joe Biden. Ce sera ce mercredi, le 20 janvier. Ce sera le temps fort politique de la semaine aux États-Unis, avec entre-temps quand même un temps fort économique, Thomas, puisque Janet Yellen est entendue demain par une des commissions du Sénat, une audition dans le cadre de la confirmation qu'on attend pour Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor. Visiblement, on attend une prise de position explicite, politique de Janet Yellen sur la question du dollar. Quelle est la politique américaine à travers Janet Yellen sur le dollar? Est-ce qu'on a des éléments de réponse par rapport à ça, Thomas? Oui, alors quand Janet Yellen dit, enfin en tout cas les médias disent que Janet Yellen insistera sur un dollar fort, il y a deux compréhensions, deux interprétations de ce mot dollar, de cette phrase, dollar fort. La première, c'est une question de valorisation, mais je ne pense pas que c'est vraiment l'interprétation importante ici. La vraie interprétation, c'est que Janet Yellen insiste pour que le dollar reste une monnaie de référence mondiale. Et ça, c'est très important, rester un benchmark mondial. Évidemment, le dollar est attaqué de toutes parts, évidemment les crypto-monnaies, l'or, mais aussi potentiellement par d'autres monnaies au niveau mondial qui pourraient supplanter le dollar. Et là, Janet Yellen insiste sur le rôle important d'un dollar fort. Mais ce qu'on dit un dollar fort, c'est de continuer à séduire les investisseurs étrangers en quelque part leur promettant qu'ils retrouveront leur bille dans plusieurs années s'ils continuent d'investir aux États-Unis et donc d'investir dans le dollar. Je pense que c'est ça la vraie interprétation. Pourquoi les États-Unis ont besoin d'un dollar fort, entre guillemets ? Tout simplement parce qu'il y a toujours cette balance des paiements qui est déficitaire. Les États-Unis ont besoin du capital étranger et ont besoin notamment du capital des Européens. Donc c'est ça, c'est continuer à sourcer les investissements étrangers pour qu'ils continuent de venir aux États-Unis pour financer la balance des paiements, mais aussi le déficit budgétaire énorme. Plan stratégique, Thomas, justement, c'est intéressant. Là, qu'est-ce qui fait que dans les prochaines années, dans le prochain cycle, les États-Unis resteront toujours à une terre d'investissement aussi privilégiée par les grands investisseurs? C'est quoi la croissance avant tout, l'innovation? Est-ce que c'est un meilleur équilibre des finances publiques aussi à un certain stade? Tout à fait. Alors, en effet, on a des signaux un peu mitigés. Je pense que les investisseurs étrangers ont beaucoup regardé ce qui s'est passé avec l'assaut du Capitole et sur les questions de politique intérieure qui est globalement une image un peu chaotique de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je pense que Janet Yellen essaye aussi de vouloir rassurer sur ce front-là. Maintenant, les États-Unis restent une terre d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des entreprises qui sont leaders, notamment dans le secteur de la technologie, par exemple, qui sont beaucoup moins présentes. On n'a pas autant de sociétés aussi leaders dans la technologie en Europe. Je pense que c'est important de souligner ce point-là. Les États-Unis aussi restent un énorme marché de consommateurs. Bref, ça reste un terreau fertile pour l'investissement. Bon, une dernière question sur la Fed. Là, que s'est-il passé entre les fêtes de fin d'année aujourd'hui du côté de la Fed? Parce qu'on a quitté la Fed en fin d'année dernière. Thomas qui nous disait on sera là, où que vous ayez besoin, la Fed sera présente et de manière aussi puissante que nécessaire. Et puis dès le début d'année, boum, discussion, débat sur, faut-il que la Fed commence à envisager de réfléchir à réduire le rythme de ses achats? Je rappelle 120 milliards de dollars par mois. Alors évidemment, il y a différents courants qui s'expriment au sein de la Fed, mais le débat est arrivé quand même très très vite sur la table, Thomas. Oui, tout à fait. Comme vous le dites, c'est une question de courant à l'intérieur de la Fed, des membres de la Fed qui sont aussi, notamment, il y a une certaine frange qui est un peu inquiète par rapport au marché financier qui continue de monter, notamment le marché actions. Et ils se demandent s'il ne serait pas bon de un peu arrêter de donner cette promesse perpétuelle au marché financier que la Fed sera toujours là. Donc il s'agit de un peu calmer les ardeurs du marché. Donc je pense qu'en effet, certains membres de la Fed, des présidents régionaux ont été envoyés, entre guillemets, pour faire passer des messages. Mais voilà, globalement, la conclusion de tout ça, ça reste, et là j'en reviens au speech de Jérôme Powell jeudi dernier, la Fed n'est pas prête d'arrêter son support à l'économie. La Fed continuera, à mon avis, à acheter des obligations d'État au moins jusqu'en 2022 quand il y aura une réduction. Cette réduction, j'insiste d'ailleurs, sera très lente. On va pas aller de 80 milliards de dollars de bons du Trésor à zéro. Je pense qu'on va aller graduellement vers zéro. Donc ça reprendra encore un an supplémentaire, à mon avis, pour une fois qu'on aura commencé à réduire les achats d'actifs. Et même à court terme, j'insiste, je pense toujours qu'il y a un risque que la Fed augmente les achats d'actifs, étant donné ce qui se passe sur le front sanitaire, ça se détériore, et aussi potentiellement les mauvaises nouvelles économiques qui s'accumulent. Donc on pourra avoir même plus de QE
avant une réduction du QE l'année prochaine. Ouais, attention, ça se joue en plusieurs temps, hein, mais c'est vrai que dans l'immédiat, les risques sont plutôt baissiers là, sur l'économie américaine en ce début d'année, en raison notamment de la situation sanitaire qui n'est toujours pas maîtrisée. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct. Au revoir.